Salut, comme on se retrouve, c'est parti pour le deuxième chapitre d'Il était une fois dans l'heure. Alors si vous n'avez pas vu le premier, je vous conseille d'aller le voir, on a parlé de préhistoire d'antiquité. Est-ce que vous êtes prêts à faire un plongeon au cœur du Moyen-Âge grâce au patrimoine roi? C'est parti! Alors nous voilà au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge dans l'heure, en Normandie, comment ne pas parler des Vikings? Ah, ces hommes du Nord, ces barbares sanguinaires venus piller nos villages. Donne-moi ton trésor, petit être! Aucun animal préhistorique n'a été vraiment torturé pendant ce tournage. C'est pas vraiment que ça en fait les Vikings. C'est aussi des hommes et des femmes qui ont fait notre identité. Alors certes, il n'y a plus beaucoup de traces physiques de leur passage en Normandie, mais on a quand même un héritage et un patrimoine direct grâce à eux. Lequel vous allez me dire? Tout simplement, notre langage. Certains mots qu'on utilise encore aujourd'hui, tous les jours, sont issus des hommes du Nord. Par exemple, les mares. Vous savez, ces petites étendues d'eau où il y a les petites grenouilles qui croisent, qu'on adore entendre dans nos campagnes roises. Ça vient des Scandinaves. Et héritage encore plus important, le nom de ce qui nous tient le plus à cœur aujourd'hui, le nom de nos villages et de nos villes. Beaucoup de communes de l'heure ont un nom à consonance scandinave, héritage direct des Vikings. Exemple, marteau, le mot tau est un mot d'ancien scandinave. Et c'est le domaine, donc le marteau, le domaine de la mare, pour faire le lien. Et donc le gâteau, c'est... Non, tau. T-O-T. Petite anecdote pour les fêtes de Noël et frimer pendant les dîners. Vous savez que le Bluetooth, ça vient des Vikings. Plusieurs sociétés travaillent sur le fait de lier tous les appareils technologiques entre eux. Ils mettent en place ce système, mais maintenant, il faut le commercialiser et trouver un nom. Sauf que les noms qu'ils ont donnés, c'était un peu trop dans la technique et ça ne plaît pas aux grands patrons. Alors toute cette équipe décide d'aller boire un verre. Le Suédois de l'équipe trouve l'idée, parce qu'il a lu un bouquin sur les rois vikings, de dire « Attendez les gars, l'un des premiers rois à avoir lié les peuples du Danemark et de Norvège entre eux s'appelait Harald à la dent bleue. » Parce qu'elle a la dent pourrie. C'est pour ça qu'il décide donc de nommer ce nouvel outil Bluetooth pour Harald aux dents bleues. Et ils vont même plus loin. Le symbole du Bluetooth sont les runes représentatives des initiales de Harald. Harald Blatan, Bluetooth. Donc le Bluetooth est aussi un symbole viking. Relons ce premier des vikings qui va donner naissance à la Normandie. Et normand, ça vient de Northmen, les hommes du Nord, parce que c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Et Relon, ce premier des Vikings, ce premier des Normands, va forcément engendrer des héritiers. Et l'un des plus connus, notamment dans l'heure, c'est Richard Cœur de Lion. C'est pas lui qui a fait un fromage? Non, c'est pas celui qui a fait un fromage, c'est Richard Cœur de Lion. Celui même qui va bâtir le château Gaillard. Aux Andelys, cette forteresse majestueuse, magnifique, unique en Europe, vient de Richard Cœur de Lion, descendant direct des Vikings. Pourquoi il est arrivé sur cette colline au-dessus de la vallée de la Seine? En fait, à l'époque, les Français et les Anglais, ils n'étaient pas trop copains. Donc Richard Cœur de Lion, il est roi d'Angleterre. Philippe Auguste, c'est le roi de France. Ils partent tous les deux en croisade. Mais Philippe Auguste, lui, il revient un peu avant et il négocie avec Jean Santerre, le frère de Richard Cœur de Lion, pour récupérer les terres anglaises en France. Évidemment, quand Richard Cœur de Lion il revient de croisade, il n'est pas très content. Il corrige un peu son frère. Ça va emmener un conflit entre Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste. Et pour ça, Richard Cœur de Lion se dit « il faut que je bloque la Seine ». C'est pour ça qu'il va entreprendre la construction de cette magnifique forteresse qu'est le château Gaillard. La construction débute en 1197 et elle se termine en 1198. C'est pour ça qu'on dit qu'il se serait exclamé « Quelle est belle, ma fille d'un an » et surtout, en le voyant pour la première fois, il aurait dit « Quel château, Gaillard ». Ça fait beaucoup d'il aurait dit, en fait, n'en sait rien. Bref, Richard Cœur de Lion mort en 1199, donc il n'a pas trop profité du château. C'est donc Jean Santerre, son frère, qui reprend la suite. Et du coup, Philippe Auguste, lui, se dit, après avoir temporisé, c'est maintenant ou jamais qu'on récupère la Normandie. Donc va s'enchaîner un siège du château par Philippe Auguste. Ça va durer plusieurs mois. Et en fait, cette forteresse imprenable est en fait prenable. Ils vont rentrer, non pas, comme le raconte la légende urbaine, par les latrines, mais par les fenêtres du cellier de la chapelle construite entre deux par Jean Santerre. Quel dommage. Il se rend le 6 mars 1204 et la Normandie redevient française. 1204 comme la mobilette? En 1204, bip, 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 bip. Bon, une fois que le château il est pris, il sert plus trop à rien en fait.
les Français l'utilisent pas trop. Ils l'utilisent en fait un peu comme une prison. Exemple, en 1314, les deux belles-filles de Philippe le Bel, roi de France. C'est qui Philippe le Bel? C'est un roi de France. Ouais, d'accord, mais c'est le roi de France de qui? Bah, des Français. Les deux belles-filles de Philippe le Bel, roi de France, sont enfermées dans le château. Pourquoi? Adultère. Ah ouais. Elles auraient eu des rapports avec des hommes qui n'étaient pas leurs maris. Donc évidemment, les amants ont été zigouillés sur place. Et les deux belles-filles sont enfermées au château Gaillard. Et on raconte même que l'une d'elles, Marguerite de Bourgogne, dont le mari était Louis X, a été malmenée pendant plus d'1 an avant que ce dernier ordonne son exécution et qu'elle soit étranglée et assassinée dans des conditions mystérieuses. Bon, elle a été étranglée. Mais c'est pas mystérieux puisqu'elle a été étranglée. C'est pourquoi la légende raconte que les soirs de pleine lune, au château Gaillard, on entendrait encore des cris d'une femme assez angoissants. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de Philippe Auguste. Eh bien, Philippe Auguste, il a aussi construit un autre patrimoine qui vous fera voyager dans le temps, et notamment au Moyen-Âge. Cet autre patrimoine est à Verneuil-sur-Avre, dans le sud de l'Eure, et c'est la Tour Grise. Cette même tour a connu l'une des batailles les plus sanglantes et meurtrières de la guerre de 100 ans. En 1422, Charles VI, roi de France, meurt. Son frère, Charles VII, doit reprendre la main. Mais il est en mauvaise posture, parce que le traité de Troyes, signé entre les Français et les Anglais, disait que notamment c'était Henri VI, roi d'Angleterre, qui devait reprendre la suite. Mais Charles VII, il va pas se laisser faire. Donc là, s'enclenche encore un conflit. À l'attaque! Donc Charles VII rentre en conflit avec le roi d'Angleterre, Henri VI, et il invoque la Haute Alliance. Ce traité qui dit que Français et Écossais sont alliés contre les Anglais. Les Écossais viennent en renfort des Français, et ils décident de prendre place pour le combat et la récupération de la Normandie. Sauf que, ils décident d'aller à Ivry-la-Bataille, le château d'Ivry-la-Bataille dans l'Eure. Et pour ça, quand ils arrivent, les Anglais ont été plus rapides et ont déjà pris place dans ce château. Alors il y a deux options, soit ils foncent tête baissée, ce qui n'est pas possible parce que l'armée anglaise est vraiment très forte et on pense à Azincourt juste avant et il y a de fortes chances que ce soit un massacre. Ou alors l'autre option c'était du coup de battre en retraite. Les deux options sont inenvisageables. Français et Écossais ont une troisième solution et elle est absolument incroyable. Vous n'allez pas y croire. Franchement, vous n'allez pas y croire. Moi personnellement, j'en tombe des nues. Quand j'ai appris cette histoire, je me suis dit c'est digne de Game of Thrones. En fait, ils vont décider de déguiser les Écossais en Anglais, de les barbouiller de sang. Ils vont se présenter devant les forteresses de Verneuil et dire aux Anglais qu'ils ont mis en déroute leur armée à Ivry-la-Bataille et qu'il est maintenant le temps de se rendre. Les Écossais en anglais vont confirmer les dires des Français et les Anglais vont fuir Verneuil. C'est dingue! C'est comme ça, sans aucune bataille, sans une goutte de sang, que Français et Écossais vont reprendre Verneuil. Évidemment, les Anglais ne vont pas se laisser faire. Ils décident donc de s'affronter au pied des remparts de Verneuil et s'ensuivra donc cette fameuse bataille, l'une des batailles les plus meurtrières et sanglantes de la guerre de 100 ans. Plus de 7000 morts en 2 heures. Les Anglais vont gagner la bataille et la Normandie reste anglaise. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du château Gaillard ou encore de la Tour Grise, je vous conseille d'aller voir les magnifiques vidéos de Nota Bene fait en partenariat avec Heure Tourisme qui vont vous détailler encore plus ces histoires et il y en a même d'autres sur le médiéval dans l'Eure. Donc allez les voir et foncez-y. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux car on a hâte de pouvoir lancer la nouvelle campagne d'Heure médiévale parce que vous allez pouvoir tous, sur tout le territoire de l'Eure, découvrir le patrimoine grâce à une quête du Graal qui sera mise en place par le département de l'Eure. Chers amis, j'espère que ce deuxième chapitre d'Il était une fois dans l'Eure vous a plu et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour le chapitre 3 pour un voyage dans le temps à l'époque du siècle des Lumières et de la Renaissance. Ciao!